Donc, quelques rappels sur la trigonométrie avant de pouvoir travailler avec les fonctions trigonométriques. Alors, quelques rappels, ce sont les rappels suivants. Déjà, les valeurs particulières des cosinus et sinus. Donc, t étant un nombre réel, pour certaines valeurs de t, vous allez avoir des valeurs particulières du cosinus et du sinus qui sont à retenir, d'accord? Et que vous pouvez avoir si vous avez le cercle trigonométrique qu'on vous a distribué l'année dernière. Pour ceux qui ne l'ont pas, ben, écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas pu les récupérer. Pourtant, c'est pas faute d'avoir insisté, mais je n'ai pas pu les récupérer. Donc, si t vaut 0, ben, cos t vaut 1 et sinus t vaut 0. Si t vaut pi sur 6, hein, cosinus t vaut racine de 3 sur 2, sinus t 1 demi, etc. Faut le lire hein, en colonne, d'accord? Si t vaut pi sur 4, ben, cosinus et sinus valent tous les deux racine de 2 sur 2, etc. Sachant qu'après, on peut retrouver le cercle à partir d'un quart de cercle, hein, d'accord? Puisque je vais essayer de le faire là dans le coin. Quand vous avez ce quart de cercle là, pour obtenir celui-là que je fais en rouge, eh bien, les cosinus sont opposés, les sinus restent égaux, et pour l'angle, alpha devient pi moins alpha. Et ensuite, pour le demi-cercle, ici en vert, les cosinus restent identiques, les sinus passent à l'opposé, et alpha devient moins alpha. Ok? Donc, connaître un quart du cercle trigonométrique, en fait, suffit, d'accord? Si vous avez l'image mentale qui est là en tête. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du cercle trigonométrique, eh bien, le voici. À tout nombre réel t, on associe un unique point M du cercle trigonométrique de centre 0 ayant pour coordonnées sinus t. Je rappelle qu'un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1, d'accord? Donc, voilà le cercle, d'accord, complet avec toutes les valeurs remarquables. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, hein, pour passer de ce quart de cercle à celui-là, vous faites pi moins l'angle, donc pi moins pi sur 3, 2 pi sur 3, pi moins pi sur 4, 3 pi sur 4, pi moins pi sur 6, 5 pi sur 6, pi moins 0, pi. Et ensuite, pour avoir le demi-cercle du bas à partir du demi-cercle du haut, ben vous prenez tous les opposés. Moins 5 pi sur 6, moins 3 pi sur 4, moins 2 pi sur 3, moins pi sur 2, etc., 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 etc. D'accord? Et quand vous passez de ce quart de cercle-là à celui-là, les cosinus deviennent, enfin, les cosinus sont opposés, les sinus restent les mêmes. Et quand vous passez au demi-cercle du bas, les cosinus restent les mêmes, les sinus deviennent opposés. D'accord? Ce qui vous permet, en fait, de retenir le cercle trigonométrique qui est ici. Quelques petites formules et propriétés. Alors, il faut tenir, ce qu'il y a ici sert énormément, d'accord, dans ce chapitre. Donc, il faut à peu près les avoir en tête. Ces quatre-là, je vous ai fait un topo, c'était dans le chapitre 14, donc je vous invite à retourner faire un tour sur les vidéos, par exemple, où je vous avais donné un moyen mémotechnique pour les retenir, d'accord, donc je reviendrai pas dessus. Quelques petites formules. Donc le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1, ça vient du cercle, d'accord, et le sinus également. D'ailleurs, quand vous regardez, d'accord, cosinus il est ici, d'accord, il se situe entre ces deux valeurs-là, et dans le repère, hein, pas sur le cercle, mais dans le repère, ici vous êtes à moins 1, ici vous êtes à 1. Pareil, dans le repère, ici vous êtes à 1, ici vous êtes à moins 1. Donc quand vous regardez, quand vous aplatissez la droite des réels sur le cercle, d'accord, dans le sens positif, clac, 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 vous l'enroulez autour du cercle, eh bien, on remarque bien que si la droite s'enroule autour du cercle, le cosinus et le sinus, lui, ne dépasse pas moins 1 et 1, d'accord? Donc, cosinus x est compris entre moins 1 et 1, et sinus x est compris entre moins 1 et 1 pour tout réel x. Une propriété qui va vous faire penser à la propriété de Pythagore, puisque c'est le cas, hein, cos carré x plus sin carré x est égal à 1, et ce pour tout réel x, d'accord? Puisqu'un réel x correspond à un point du cercle, vous pouvez toujours trouver un triangle rectangle, ensuite faire Pythagore, et en fait l'hypoténuse étant toujours un rayon, vous avez bien cos carré x plus sinus carré x qui vaut 1. Cosinus 2x, eh bien en utilisant la
formule de duplication qui est là, en développant cosinus x plus x, vous avez 2 cos carré x moins 1 ou 1 moins 2 sinus carré x, d'accord? Ces deux quantités sont égales. Et puis en utilisant ça après. Et sinus 2x fait 2 sinus x cosinus x en utilisant cette propriété ici. Pour résoudre des équations trigonométriques, d'accord? Donc une équation du type cosinus x égale cosinus a, vous avez donc soit x égale a plus 2 capi, soit x égale moins a plus 2 capi, d'accord? Pourquoi? Parce que les angles a et moins a ont le même cosinus. Et sinus x égale sinus a, eh bien vous avez soit x égale a plus 2 capi, soit x qui vaut pi moins a plus 2 capi. Pourquoi? Parce que a et pi moins a ont les mêmes sinus, d'accord? Avec k appartenant à z. Donc dans l'exercice 1, vous demandez de donner les valeurs exactes de sinus 3pi sur 2. Alors sinus 3pi sur 2, d'après le cercle trigonométrique, c'est moins 1. Cosinus 3pi, d'après le cercle trigonométrique, c'est moins 1. Sinus moins pi sur 6, d'après le cercle trigonométrique, c'est moins 1,5. Cosinus de 7pi sur 6, d'après le cercle trigonométrique, c'est moins racine de 3 sur 2. Sinus de 11pi sur 2, ça fait moins 1. Et enfin, cosinus de 13pi sur 3, ça fait 1,5. Alors, pour l'exercice 2, donc, première question, vous demandez de vérifier que pi sur 12 c'est égal à pi sur 3 moins pi sur 4. Bien, il suffit de calculer, hein, pi sur 3 moins pi sur 4. Donc, dénominateur commun à 3 et 4, c'est 12. Et pi sur 3, c'est 4 pi sur 12. Pi sur 4, c'est 3 pi sur 12. Donc, 4 pi moins 3 pi fait pi. 4 pi sur 12 moins 3 pi sur 12, ça fait pi sur 12. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. En déduire les valeurs exactes de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12, eh bien, cosinus pi sur 12, c'est égal au cosinus de pi sur 3 moins pi sur 4. Je vais le faire sur une feuille à côté. Cosinus pi sur 12, ça fait cosinus de pi sur 3 moins pi sur 4. Hein, c'est pour ça qu'on a en fait de vérifier que pi sur 12 c'est pi sur 3 moins pi sur 4. Et ici on va utiliser les formules d'addition, d'accord? Formule de duplication. Donc cosinus pi sur 3 moins pi sur 4, je rappelle le cosinus, hein, c'est un consinus, donc il se mélange pas au sinus, en plus il change de signe. Donc du coup on a cosinus pi sur 3, cosinus pi sur 4, plus sinus pi sur 3, sinus pi sur 4. Simple. Maintenant vous remplacez par les valeurs, hein. Cos pi sur 3 c'est 1,5. Cos pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Sinus pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. Et sinus pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Ça fait donc racine de 3 fois racine de 2, racine de 6, plus 1 fois racine de 2, divisé par le dénominateur qui est le même, 2 fois 2, 4. Le sinus de pi sur 12, c'est le sinus de pi sur 3 moins pi sur 4. C'est-à-dire, là je vous rappelle, hein, sinus, il est sympathique, il aime bien se mélanger au cosinus, et en plus, il change pas le signe. Donc ça fait sinus pi sur 3, cosinus pi sur 4, moins cos pi sur 3, sinus pi sur 4.
Maintenant, vous remplacez. Sinus pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2, fois cosinus pi sur 4, racine de 2 sur 2, moins cos pi sur 3, 1 demi, fois sinus pi sur 4, racine de 2 sur 2, ce qui fait racine de 6, moins racine de 2, et tout divisé par dénominateur. Alors, exercice 3, résoudre les équations suivantes sur R, donc cosinus x égale racine de 3 sur 2, donc là, il faut utiliser ce qu'on a vu en bas de la fiche de rappel, d'accord? Donc, cosinus x égale racine de 3 sur 2. Alors, dans la fiche de rappel, on vous dit qu'on sait résoudre cosinus x égale cosinus a. Donc lui, il faut l'écrire comme le cosinus de quelque chose. Et lui, c'est le cosinus de pi sur 6. Donc, cosinus x égale racine de 3 sur 2, ça équivaut à dire que cosinus x égale cosinus de pi sur 6. Et donc a, c'est pi sur 6. Donc en fait, d'après ce qu'on a vu dans la fiche de rappel, on a donc soit a qui vaut, soit x égale pi sur 6 plus 2 pi, et cosinus x égale cosinus a, c'est x égale a ou x égale moins a, donc x égale moins pi sur 6 plus 2 pi, avec k appartenant à z. Deuxième équation, c'est sinus x égale moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2, c'est le sinus de moins pi sur 3, donc on a sinus x égale sinus de moins pi sur 3. Et donc, on sait que sinus x égale sinus a, les solutions c'est soit x égale a, donc x égale moins pi sur 3 plus 2 pi, ou x égale pi moins pi sur 3 plus 2 pi, avec k appartenant à z. Donc on a x égale moins pi sur 3 plus 2 pi, ou x qui vaut pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 4 pi sur 3, et 4 pi sur 3, sa mesure un principal, c'est moins 2 pi sur 3. Donc moins 2 pi sur 3 plus 2 pi, avec k appartenant à z. Alors, la troisième équation, c'est cosinus x plus 1 égale à 0. Alors là, c'est pas de la forme cosinus x égale quelque chose, mais on peut s'y ramener, d'accord? Cosinus x plus 1 égale à 0, ça fait cosinus x égale moins 1, et maintenant là, il faut trouver un nombre dont le cosinus vaut moins 1, ce nombre c'est pi par exemple. On a cosinus x égale cosinus pi. Donc, on a soit x égale pi plus 2 pi, soit x égale moins pi plus 2 pi, avec k, un nombre entier relatif. Le 4, on a cosinus de x plus pi sur 6 égale 1,5. Donc là, on a cosinus de quelque chose égale 1,5. Donc, par contre, là, c'est pas x qu'on a. Alors, on a deux façons de le rédiger, d'accord? On peut soit faire tout ça avec le x plus pi sur 6 et arriver à la fin, soit on va poser grand X égale x plus pi sur 6, et ensuite on travaille en grand X, et quand on a fini de travailler en grand X, on remplace grand X par x plus pi sur 6, ce qui revient en fait, donc moi je vais garder mon x plus pi sur 6, cosinus x plus pi sur 6 est égal à 1,5, donc un nombre dont le cosinus vaut 1,5, c'est pi sur 3, donc on a cosinus x plus pi sur 6 égale cosinus pi sur 3. Et donc du coup on a x plus pi sur 6 qui vaut pi sur 3 plus 2 pi, ou x plus pi sur 6 qui vaut moins pi sur 3 plus 2 pi, puisque ici on a une équation de la forme cosinus x égale cosinus a, donc les solutions sont x égale a ou x égale moins a. Maintenant moi c'est la valeur de x qui m'intéresse, donc je vais passer mon pi sur 6 à droite. J'ai donc x égale
pi sur 3 moins pi sur 6 plus 2k pi, et x égale moins pi sur 3 moins pi sur 6 plus 2k pi, avec k un entier relatif. Et donc ça équivaut encore à x égale, alors pi sur 3 moins pi sur 6, pi sur 3 c'est 2 pi sur 6, 2 pi sur 6 moins pi sur 6 ça fait pi sur 6, plus 2k pi, et moins pi sur 3 moins pi sur 6, ça fait moins 2 pi sur 3 moins pi sur 6, ça fait moins 3 pi sur 6, ça fait moins pi sur 2, donc moins pi sur 2 plus 2k pi avec k un entier relatif. On va s'intéresser à ces deux dernières équations. Donc, l'équation sinus x moins pi sur 2 égale racine de 2 sur 2. Donc, on a sinus de quelque chose, donc il nous faudrait sinus de quelque chose ici aussi. Or, racine de 2 sur 2, c'est le sinus de pi sur 4. Donc, on a sinus de x moins pi sur 2, c'est égal à sinus de... Et donc, du coup, on a x, sinus x égale sinus a, ça veut dire que soit x égale a, soit x égale pi moins a, donc on a soit x moins pi sur 2 égale pi sur 4 pi, soit x moins pi sur 2 est égal à pi moins pi sur 4 plus 2k pi, c'est-à-dire 3 pi sur 4 plus 2k pi, avec k. Ceci équivaut encore à, eh bien, pi sur 4 moins pi sur 2, ça va faire moins pi sur 4, donc x est égal à moins pi sur 4 plus 2k pi. Et 3 pi sur 2, ça fait pi sur 4 de k pi, avec k appartenant à... La dernière équation, c'est 2 cosinus de x moins pi sur 3 moins 1 est égal à 0. Donc ici, il faut transformer cette équation pour la ramener à une équation de la forme cosinus quelque chose égale cosinus autre chose. Et donc, en passant le moins 1 à droite et en divisant par 2, cosinus de x moins pi sur 3 qui vaut 1,5, c'est-à-dire, par exemple, cosinus de pi sur 3, justement. Donc on a soit x moins pi sur 3 qui est égal à pi sur 3 plus 2k pi. Et comme c'est en cosinus, hein, donc cosinus x égale cosinus a, ça fait x égale a ou x égale... Ce qui revient à écrire ici, x moins pi sur 3 égale moins pi sur 3 plus 2k pi avec k un entier relatif. Et en passant les moins pi sur droit à droite, on obtient x égale 2 pi sur 3 plus 2k pi, x égale 0 plus 2k pi, c'est-à-dire 2k pi avec k appartenant à 0. Alors on veut résoudre cosinus x inférieur ou égal à 1,5. Donc, pour réussir ça, il faut
arriver à le situer, et je pense que le mieux, c'est arriver à le situer sur une figure. Donc, on va tracer un cercle trigonométrique. Sachant que cosinus se divise en abscisse, hein, je rappelle, et les sinus en ordonnée. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est les cosinus. Donc, on va regarder sur cet axe-là ce qui va se passer. Nous, on veut cosinus inférieur à 1,5, 1,5 est ici, donc on veut tous les cosinus qui sont ici que j'assure en rouge. D'accord? Eh bien, en partant de moins pi pour aller à pi, moins pi pour aller à pi, hein, on va assurer en vert toutes les zones dont les cosinus sont dans la zone rouge. Donc, par exemple, ici, ça va fonctionner, puisque tous les points que j'ai en vert, je sais pas si ça se voit bien, je vais essayer de zoomer, tiens, ça va. Assure en vert ici, leur cosinus, il est bien inférieur à 1, puisque leur cosinus, il est dans la zone rouge. Et j'arrive ici à une première valeur charnière, celle dont le cosinus vaut 1,5, et c'est moins pi sur 3. Au-delà de moins pi sur 3, je ne vais pas assurer, parce que le cosinus est supérieur à 1,5, et ça ne vérifie pas du coup l'inéquation. Donc ici, je n'assure pas, je n'assure pas, je n'assure pas, et puis je tombe sur une deuxième valeur charnière, qui est pi sur 3, et au-delà de pi sur 3, eh bien, à nouveau, je assure. Pourquoi? Parce que je suis avec un cosinus inférieur à 1,5. Donc, d'après le cercle trigonométrique, eh bien, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est... Les deux sont pris. Donc, ça va être... Je pars du pi, je suis avec moins pi sur 3. Au-delà de moins pi sur 3, ça ne marchait pas jusqu'à... Et de pi sur 3, ça fonctionne jusqu'à pi. Donc, il va y avoir une union d'intervalles. D'accord? Et est-ce que je prends moins pi sur 3 et est-ce que je prends pi sur 3? La réponse est oui, puisque le cosinus a le droit d'être égal. Donc pour la deuxième inéquation, qui était sinus x supérieur à racine de 3 sur 2, supérieur à racine de 3 sur 2, donc c'est pareil, hein, l'idée est la même. Il faut faire un cercle trigonométrique. Hop. Ensuite, là, nous, ce qu'on veut, c'est comparer les sinus. Donc, on va regarder sur cet axe-là. Racine de 3 sur 2 est ici. Donc, moi, je veux tout ce qui est dans la zone que je assure là. Sachant que les valeurs remarquables ici, vous avez pi sur 3. Et là, vous avez 2 pi sur 3. Donc, en fait, la zone que je recherche, sinus x supérieur à racine de 3 sur 2, c'est tout ce qui est compris entre pi sur 3 et 2 pi sur 3 en partant de moins pi. D'accord? Je pars de moins pi ici. Et que je vais à pi, hein, je balade, là je suis inférieur à racine de 3 sur 2, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Hop, à partir de pi sur 3, je suis bien au-dessus de racine de 3 sur 2, donc ça m'intéresse, je assure. Hop, j'arrive à 2 pi sur 3, je repasse par racine de 3 sur 2, et puis après pour tout le reste, le sinus est inférieur, ça ne m'intéresse pas. Donc ici, l'ensemble solution, c'est l'intervalle. Pi sur 3, 2 pi sur 3, et je ferme les crochets, parce que bien sûr, j'ai le droit de prendre pi sur 3 et 2 pi sur 3, puisque j'ai le droit, j'ai le droit d'avoir sinus x égale racine de 3 sur 2. Pour le troisième, donc on veut cosinus de x moins pi sur 3
supérieur à moins racine de 2 sur 2. Donc, je vais poser grand X égale X moins pi sur 3. Pourquoi je fais ça? Parce que déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre cosinus grand X supérieur à moins racine de 2 sur 2. Je vais voir ce que ça va me donner. Et ensuite, je vais pouvoir repasser en petit x. D'accord? Donc, on a cosinus grand X supérieur à moins racine de 2 sur 2. Donc là, vous avez besoin de votre cercle. Donc, je trace mon cercle trigonométrique. Je vais placer... On va le faire correctement. Voilà. Je vais placer mon moins racine de 2 sur 2. Donc, qui va être à peu près par là. Et comme je suis en cosinus... non, mais du coup, je l'ai mal placé. Comme je suis en cosinus, donc je vais le placer ici. Et donc, je veux être plus grand que moins racine de 2 sur 2. Ça veut dire que je veux être dans cette zone. Donc, en partant de moins pi pour aller à pi, hein, si vous suivez le cheminement, donc en moins pi, votre cosinus il est plus petit que moins racine de 2 sur 2, c'est pas intéressant. Vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Ici, vous arrivez à une première valeur qui est moins 3 pi sur 4. Au-delà de moins 3 pi sur 4, ça m'intéresse. Je continue, je continue, je continue, je continue, je continue. Hop, 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 hop. Et puis, arriver ici à une deuxième valeur qui va être 3 pi sur 4. Au-delà, ça ne fonctionne plus. Donc, je m'arrête. Donc, du coup, ce que je peux dire, c'est que grand X, il va être compris entre 3 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Donc, on a dit j'ai X qui est compris entre moins 3 pi sur 4 et 3 pi sur 4. Et X, c'était X moins pi sur 3. Donc, je repasse en petit x. J'ai donc X moins pi sur 3 qui est compris entre 3 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Donc, ceci équivaut à dire que X, lui, va être compris entre 3 pi sur 4 plus pi sur 3. On va voir combien ça fait. Et moins 3 pi sur 4 plus pi sur 3 en valeur inférieure. Donc, je fais le calcul. Là, je vais avoir moins 9 pi plus 4 pi sur 12, donc ça fait moins 5 pi sur 12. Et bien, entre moins pi et pi, donc je garde cette valeur-là. Et ici, 3 pi sur 4 plus pi sur 3, ça fait 9 plus 4, ça fait 13 pi sur 12. Et lui, il n'est pas dans moins pi pi, donc ça ne m'arrange pas. D'accord? Par contre, la mesure principale de 13 pi sur 12, c'est moins 11 pi sur 12, qui est plus petit que moins 5 pi sur 12. Donc en fait, si vous replacez vos deux valeurs, d'accord, moins 5 pi sur 12, ben, il va être par là. Et 13 pi sur 12, lui, il va être ici. Donc, on vous dit que x, il est compris entre moins 5 pi sur 12 et 13 pi sur 12. Donc, dans la zone que je vais assurer en rouge. Et donc, si je me replace dans moins pi pi, j'ai entre moins pi et moins 11 pi sur 12. Je sais, c'est petit. Et après, entre moins 5 pi sur 12 et pi. Donc, en fait, ça équivaut à dire que
x appartient à moins pi j'ai mis des égales partout, mais en fait, il n'y en a pas, puisque c'est des inégalités strictes, puisque vous n'avez pas le droit d'être égal à moins racine de 2 sur 2 dès le départ. Donc ça fait x compris entre moins pi et moins 11 pi sur 12. J'ouvre le crochet, union, moins 5 pi sur 12. Pi. La dernière, c'était sinus de x plus pi sur 4. Strictement inférieur à moins 1,5. Donc pareil, vous tracez votre cercle trigonométrique. Voilà. Vous placez, donc c'est un sinus, donc vous placez votre moins 1,5 ici. Ici, vous allez avoir deux valeurs charnières. Vous allez avoir moins pi sur 6 et moins 5 pi sur 6. Donc, en partant, donc on pose, j'ai oublié de poser grand X égale X plus pi sur 4. Donc, on a sinus grand X inférieur à moins 1,5. Donc, ici, inférieur à moins 1,5, vous avez cet intervalle-là, puisque ici, vous êtes bien inférieur à moins 1,5. Donc, grand X, lui, doit être compris entre moins pi sur 6 au maximum et moins 5 pi sur 6 au minimum. Ensuite, vous remplacez x par x plus pi sur 4, enfin grand X par x plus pi sur 4, donc vous avez x plus pi sur 4 compris entre moins pi sur 6 et moins 5 pi sur 6. Donc du coup, vous avez petit x qui est compris entre moins 5 pi sur 6 plus pi sur, moins pi sur 4, pardon, et moins pi sur 6, moins pi sur 4. Alors, moins 5 pi sur 6, moins pi sur 4. Donc, le dénominateur commun, c'est 12. Ça fait moins 10, moins 13. Donc, ça fait moins 13 pi sur 12. Et là, ça fait moins 2, moins 3, moins 5 pi sur 12. Donc là, on n'est pas sur la mesure principale ici. Donc, il faut refaire un cercle trigonométrique. Et cette fois-ci, donc, on place moins 13 pi sur 12 qui est égal à 11 pi sur 12. Il est là. Donc, dont la mesure principale, c'est 11 pi sur 12. Et moins 5 pi sur 12 qui est ici. Si vous partez ensuite de moins pi pour aller à pi, hein, en partant de moins pi, donc vous devez être dans cette zone-là. C'est cette zone-là qui vous intéresse. Donc c'est moins pi, moins 5 pi sur 12, union 11 pi sur 12, pi. D'accord? Donc, c'est qui va dire que x appartient à moins pi, moins 5 pi sur 12, ouvert parce que je n'ai pas le droit d'être égal à moins 1,5, union 11 pi sur 12, aussi ouvert puisque je n'ai pas le droit d'être égal à moins 1,5. Donc on va aborder les fonctions trigonométriques et on va faire une petite liste des objectifs du chapitre, donc savoir ce qu'il faut faire. Donc savoir utiliser le cercle trigonométrique, donc, qui est normalement quelque chose que vous savez faire depuis l'an dernier. Savoir résoudre une équation trigonométrique, ça aussi c'est quelque chose que vous devez savoir faire depuis l'année première. Savoir résoudre une inéquation trigonométrique, donc on vient d'en faire quelques-unes. On va en refaire aussi dans le cadre des études de fonctions. Donc quelque chose qui est plutôt du programme de terminale, et puis savoir étudier une fonction trigonométrique. Donc étudier, ça veut dire savoir la dérivée, étudier le signe de sa dérivée pour en obtenir les variations, éventuellement des maximums, des minimums, des limites, etc. D'accord? Donc tout ce qu'il faut savoir faire sur une étude de fonction classique. Alors,
fonction trigonométrique, pour nous en terminale, alors il y en a toute une ribambelle, hein, pour nous en terminale on n'étudiera que deux, qui sont la fonction cosinus et la fonction sinus, d'accord, et toutes les fonctions trigonométriques qui dériveront de celle-là par composition, d'accord. Alors, on va parler dans un premier temps de la fonction cosinus. Et donc, on va finir déjà. Alors, quelle fonction cosinus? Donc, qu'est-ce que la fonction cosinus? La fonction cosinus, c'est la fonction qui a tout nombre réel t va associer le nombre cosinus t. Ben, cette fonction, on l'appelle la fonction cosinus, et donc on note cosinus, deux points, enfin cos, deux points, la fonction qui a t associe cosinus t. Et ce qu'on a vu, et c'est par définition du cercle trigonométrique, hein, pour tout nombre réel t, le cosinus de t est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est sa définition. Quelques propriétés. Eh bien, quand on a cosinus x égale cosinus a, ça veut dire que x égale a ou x égale moins a. Qu'est-ce que ça implique? En fait, ça veut dire que le cosinus de a et le cosinus de moins a sont égaux. D'accord? Eh bien, pour tout nombre réel t, le cosinus de moins t, c'est cosinus de t. On dit que la fonction cosinus est paire. D'accord? Il y a plein d'exemples comme ça, dans lesquels l'image de moins t est égale à l'image de t. Je prends par exemple la fonction carré, d'accord? Ou la fonction valeur absolue. Toutes ces fonctions, on les appelle des fonctions paires. D'accord? Alors, comment graphiquement ça s'interprète? Eh bien, les points M de coordonnées t cosinus t, et le point M' de coordonnées moins t cosinus moins t, d'accord? Et ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Donc en fait, la courbe, elle admet un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est la parité. Une deuxième propriété de la fonction cosinus, c'est liée au périmètre du cercle trigonométrique. Pour tout nombre réel t, le cosinus de t plus 2pi, c'est le cosinus de t. Ça, on sait, d'accord? D'ailleurs, tous les cosinus t sont égaux à multiple de 2pi près ou à quelques tours de cercle près. Eh bien, on dit que la fonction cosinus, elle est périodique de période 2pi. Périodique, ça veut dire qu'elle va se répéter à l'identique, en fait, sur une période de 2pi. Donc, toutes les tranches de 2pi de la fonction cosinus sont les mêmes, sont identiques. Donc, comment on l'interprète graphiquement? Eh bien, les points M de coordonnées t cos t et M' de coordonnées t plus 2pi cosinus t plus 2pi sont tels que le vecteur MM' vaut 2pi fois le vecteur i, qui est le vecteur de base de l'axe des abscisses. D'après les propriétés précédentes, on peut en déduire qu'il suffit d'étudier la fonction cosinus sur un intervalle de longueur pi. Pourquoi? Parce que on obtient la courbe sur R par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, puis par translation de vecteur 2pi i, d'accord, 2kpi i, de la courbe, du morceau de courbe qu'on vient d'avoir. Dans l'exercice 5, on vous dit, on considère f la fonction définie sur R par f de x égale 1 moins cosinus x. On note C sa courbe représentative dans un repère orthogonal sur intervalle 0pi. Exprimer f de moins x en fonction de f de x et reproduire C sur moins pi 0. Donc, f de moins x, c'est donc 1 moins cosinus moins x, et par parité de cosinus, ça fait 1 moins cosinus x, ce qui fait donc f de x. Donc conclusion, f est une fonction paire. Et on vous dit reproduire C sur moins pi 0. Donc, je vais faire déjà sur 0 pi.
Alors, en 0, f vaut 0. Et en pi, cosinus pi fait moins 1. 1 moins moins 1, ça fait 2. Donc, en pi, elle fait 2. En pi sur 2, cosinus pi sur 2, ça fait 0. Donc, en pi sur 2, elle fait 1. Donc, en pi sur 4, racine de 2 sur 2, 1 moins racine de 2 sur 2, c'est positif. Ça fait quelque chose comme 0,200 et quelques. Là, hop. Donc, du coup, vous obtenez quelque chose, une courbe qui fait ça. Voilà. Et donc, du coup, je vais la faire en rouge sur moins pi 0. Eh bien, vous avez la symétrique, la courbe symétrique, hein, sur le 1. Du coup, vous avez une courbe qui fait quelque chose comme ça. Bon, elle n'est pas super précise, mais grosso modo, vous avez l'idée. Hein. D'accord? Question 2, eh bien, f de x plus 2pi, c'est égal à 1 moins cosinus de x plus 2pi. Par 2pi périodicité de la fonction cosinus, cosinus x plus 2pi, ça fait cosinus x. Donc là, on a 1 moins cosinus x, c'est-à-dire ça fait f de x. Donc f est 2pi périodique également. Et donc, je vais reproduire la courbe sur pi 3pi en vert. Donc, en fait, là, on a déjà un motif de longueur de pi. D'accord? Donc, on sait que cette courbe-là, c'est un motif de longueur de pi. Donc, en fait, pour l'avoir sur pi 3pi, il suffit de la reproduire. Donc, je vais obtenir quelque chose comme ça. Donc, grande de fonction sinus. Donc, on va commencer comme pour la fonction cosinus par une définition. Eh bien, la fonction sinus, c'est la fonction qui a tout nombre réel t associé le nombre sinus de t. D'accord? Donc, on a sinus de point, la fonction qui a t associe sinus t. Remarque, comme pour le cosinus, hein, c'est dû au cercle trigonométrique. Eh bien, la fonction sinus est comprise entre moins 1 et 1. Enfin, pardon. Le sinus de t étant compris entre moins 1 et 1, ben, la fonction sinus est une fonction bornée entre moins 1 et 1. Quelques propriétés. Donc, on va regarder ce que vaut le sinus de moins t. Eh bien, pour tout nombre réel t, le sinus de moins t, c'est moins le sinus de t. On dit alors que la fonction sinus est impaire. D'accord? Il y a d'autres fonctions impaires que vous connaissez. Donc, par exemple, la fonction, n'importe quelle fonction linéaire est impaire, par exemple. Fonction linéaire, je ne pas fonction affine, fonction linéaire. Donc, droite qui passe par 0, c'est une fonction impaire. La fonction cube est une fonction impaire. Vous en avez tout un autre tas, d'ailleurs. Alors, interprétation graphique. Comment on interprète une fonction impaire? Eh bien, les points m de coordonnées t sinus t et m' de coordonnées moins t sinus moins t, hein, puisque sinus moins t c'est moins sinus t. En fait, ces deux points, ils sont symétriques par rapport à l'origine du repère. La courbe représentative de la fonction sinus est donc symétrique par rapport à l'origine. Voilà comment on traduit l'imparité graphique. Pareil pour la périodicité. Eh bien, petite propriété, hein, pour tout nombre réel t, le sinus de t plus 2pi, c'est égal au sinus de t. Ça vient du cercle trigonométrique. D'accord? On dit que la fonction sinus est périodique de période 2pi ou 2pi périodique. Donc, même interprétation graphique. D'accord? En fait, on est, comme pour la fonction cosinus, on a besoin que de représenter la fonction sinus sur l'intervalle de longueur pi. Parce qu'ensuite, par imparité, on peut la reproduire sur 0pi, par exemple. Par imparité, on la reproduit sur moins pi 0, et ensuite, une fois qu'on a un morceau de courbe de longueur 2pi, il suffit de le répéter à l'infini par translation de vecteur 2pi, d'accord, ou de kpi, pour avoir toute la courbe sur R. Alors, pour l'exercice 6, donc première question, je reprends les mêmes questions de l'exercice 5, hein, vérifier, calculer f de moins x. F de moins x, c'est 2 sinus moins x, par imparité de la fonction sinus, ça fait 2 fois moins sinus x, c'est-à-dire moins 2 sinus x, c'est-à-dire moins f de x, donc conclusion, la fonction f, elle est impaire ici. F de x plus 2pi, c'est un pi, hein, c'est 2 sinus x plus 2pi, c'est-à-dire 2 sinus x, c'est-à-dire f de x, donc f est 2pi périodique. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je vais la représenter en bleu sur le même schéma ici, d'accord?
Alors, je vais prendre quelques valeurs pour 2 sinus x. Ça doit être la même chose, c'est juste qu'elle est comprise entre -2 et 2 du coup. En pi sur 2, elle vaut 2. En pi, elle vaut 0. Donc, la fonction qui a x associe 2 sinus x sur 0 pi, elle fait ce morceau-là. Donc ensuite, il suffit de la reproduire, de faire le symétrique par rapport à l'origine sur moins pi 0. Donc voilà, vous avez portion courbe sur moins pi pi, et ensuite, il suffit de le reproduire. Donc un tic sur pi, 3 pi. Alors, dans un premier temps, on va étudier la fonction cosinus. Donc, étude veut dire que quelque part, il va falloir qu'on introduise la dérivée. Eh bien, la fonction cosinus, la fonction cosinus est dérivable sur R, et pour tout nombre réel t, la dérivée de la fonction cosinus en t, c'est moins sinus t. Donc, cosinus prime de t, c'est moins sinus t. Pour tout nombre réel t de 0 pi, cosinus prime de t, c'est moins sinus t. Or, sinus t est positif sur 0 pi, donc cosinus prime de t est négatif sur 0 pi, donc la fonction cosinus, elle est décroissante sur 0 pi. Donc voilà quelques images mentales qu'il faut retenir sur la fonction cosinus. Donc cosinus de prime de t, c'est moins sinus t. Hein. Sur 0 pi, sinus t positif, donc moins sinus t négatif, d'accord. Et sur moins pi 0, il y a un sinus t négatif, donc moins sinus t positif, donc cosinus prime de t positif. Sur 0 pi, donc on a dit cosinus prime de x, c'est moins sinus x, donc comme sinus x est positif, cosinus prime est négatif. Et en 0, elle vaut 1, en pi, elle vaut moins 1, et en pi sur 2, elle vaut 0. Donc, vous avez une courbe ainsi sur 0 pi pour la fonction cosinus. D'accord? Et ensuite, par reproduction par symétrie ici, et ensuite par translation de vecteur de pi i, vous avez une courbe qui est la suivante ici, d'accord? Qui est la courbe de la fonction cosinus sur R, d'accord? C'est pour ça qu'on a mis des pointillés. Et on appelle ce type de courbe-là, donc comme par exemple pour la fonction carrée, la courbe elle a un nom, elle s'appelle la parabole, ou pour la fonction inverse, elle s'appelle l'hyperbole. Cette courbe elle porte un nom, elle s'appelle une sinusoïde. Donc petit 2, étude de la fonction sinus, maintenant. Bien, la fonction sinus était également dérivable sur R, et pour tout réel t, sinus prime de t, c'est cosinus t. Alors, qu'est-ce que ça implique sur 0 pi? Sur 0 pi, cosinus t, il va être positif entre 0 et pi sur 2, négatif entre pi sur 2 et pi, d'accord? Du coup, la fonction sinus, elle va être croissante sur 0 pi sur 2 et décroissante sur 0. Donc du coup, vous avez ce tableau de variation-là. Hein. Sinus prime de x entre 0 et pi sur 2 vaut plus, enfin sin plus, et pi sur 2 est sin moins, ça donne en pi sur 2. En 0, sinus 0 vaut 0, en pi sinus pi vaut 0, et en pi sur 2 ça vaut 1. Donc la fonction sinus elle est croissante entre 0 et pi sur 2 de 0 à 1, puis après elle est décroissante pi sur 2 de 1 à 0, ce qui vous donne une courbe qui est ici sur 0. D'accord? Donc ensuite, par imparité et deux périodicité, vous obtenez la courbe suivante, qui est très similaire à la précédente, d'accord? Donc là, vous avez la portion de courbe sur 0 pi, vous la reproduisez sur moins pi 0, et donc là vous avez une portion de courbe sur moins pi pi, qui est une portion de courbe de longueur 2 pi, et ensuite vous la reproduisez à l'infini, d'accord? Donc cette courbe-là est également une sinusoïde, et elle est très ressemblante à la sinusoïde de la fonction cosinus, et ce n'est pas anodin, et on va voir si on l'aborde un peu plus. Sinon, je reviendrai dessus. Non, on l'aborde pas plus tard, faut que je revienne dessus. Si je reproduis ici la fonction cosinus, je vais la reproduire en bleu.
produit un peu, on va dire à l'arrache, hein, mais l'idée est là. Donc là, vous avez la courbe de la fonction cosinus. Eh bien, ce que vous pouvez voir, c'est que les deux courbes, elles sont identiques en fait. Elles sont juste un décalage ou un déphasage, on appelle ça, de pi sur 2. Ça veut dire que le sinus de x plus pi sur 2 c'est égal à cosinus x. Pareil, et pareil, hein, le cosinus de x plus pi sur 2. Donc, si vous regardez entre ces deux points-là, d'accord, le cosinus de x plus pi sur 2, c'est égal à moins sinus x. Parce qu'en fait, quand vous vous placez sur la fonction cosinus à une valeur donnée, d'accord, et bien si vous ajoutez pi sur 2, vous obtenez la même valeur sur la fonction sinus, d'accord. C'est pour ça que le cosinus de x plus pi sur 2, c'est, pardon, le sinus de x plus pi sur 2, c'est cosinus x. Et si vous vous placez à un endroit quelconque de la fonction cosinus et que vous rajoutez, non ça je l'ai déjà fait, si vous vous placez à un endroit quelconque de la fonction sinus et que vous rajoutez pi sur 2, et bien la valeur que vous obtenez ici, d'accord, c'est la valeur opposée de celle-là, d'accord. En termes de, alors là c'est mal représenté, mais en termes de valeur, elles doivent être opposées. Et du coup, c'est pour ça que le cosinus de x plus pi sur 2 est égal à moins sinus. Alors, quelques compléments. La fonction f définie sur R par f de t égale cosinus de at plus b, elle est continue et dérivable sur R, pour tout nombre réel t. La dérivée de la fonction qui a t associe cosinus at plus b, c'est la fonction qui a t associe moins a sinus at plus b. D'accord. En fait, vous sortez la dérivée de at plus b, donc c'est a, et ensuite vous avez la dérivée de cosinus moins sinus de at plus b. Si on applique le même principe ici, la fonction g définie sur R par j de t égale sinus at plus b est continue et dérivable sur R, et pour tout nombre réel t, la dérivée de la fonction qui a t associe sinus at plus b, donc g' de t, c'est a cosinus at plus b. Donc de la même manière, hein, vous sortez le a qui est la dérivée de at plus b, vous sortez, et vous dérivez la fonction sinus qui donne la fonction cosinus de at plus b. Quelques exemples, pour conclure, on va en faire deux de chaque. Eh bien, par exemple, si g est défini par g de t égale 2 cosinus de 3t plus pi, eh bien, pour tout réel t, g' de t, ça va être 2 fois, et là du coup le cosinus devient moins sinus, donc moins 2, sinus de 3t plus pi. D'accord. N'importe. Donc 2, il reste, c'est une constante, multiplié par, et la dérivée de cos 3t plus pi, ça va être moins 3 sinus de 3t plus pi, c'est-à-dire moins 6 sinus 3t plus pi. Ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, si je prends la fonction h définie par h de t égale
moins 4 sinus 2t moins pi sur 3, eh bien, pour tout réel t, h' de t vaut moins 4, ça ne change pas, multiplié par la dérivée de sinus 2t moins 3 qui vaut 2 cosinus de 2t moins pi sur 3, qui vaut donc moins 8 cosinus de 2t moins pi sur 3.